toutes et à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission d'information quotidienne en français sur la Chine sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Alors que 20% des malades du Covid-19 seraient affectés sur le long terme, la non-gratuité des soins en Chine inquiète la population. Un réseau de faux vaccins à l'eau salée a été démantelé en Chine. La Chine réaffirme sa volonté de fournir des vaccins contre le Covid-19 aux pays en développement. La crise sanitaire fait sensiblement baisser le nombre de voyages en Chine pour le Nouvel An chinois. Et en cette période de grand froid, les sports d'hiver sont en plein boom en Chine. La Chine met à l'eau son troisième porte-hélicoptère d'assaut. Il a été présenté sur le chantier Hutong-Zonghua. La Chine construit le plus grand réseau 5G du monde et s'affirme comme le leader dans le domaine. Une maladie dans la maladie, voilà comment les médecins définissent le Covid-19. En effet, entre 15 et 25% des malades du SARS-CoV-2 seraient affectés sur le long terme, d'où l'invention du terme Covid long. En Chine, si les autorités ont décrété la gratuité des soins au début de la pandémie, de nombreux patients touchés par le Covid long s'inquiètent de la non-prise en charge des soins sur le long terme. Les explications dans ce reportage. Quid du Covid long? Voilà la question que se posent de nombreux malades en Chine ayant survécu au Covid-19. En effet, quand l'épidémie a été identifiée, les autorités chinoises ont décrété la gratuité des soins pour tous les patients. Au plus fort de l'épidémie, tous les traitements étaient gratuits pour les cas confirmés d'infection au coronavirus et la facture nationale s'élevait déjà en avril à 1,4 milliard de yuan, soit près de 178 millions d'euros. Depuis, les messages des autorités sont contradictoires, des annonces de remboursement ont été émises, tandis que d'autres préconisaient la fin des paiements dès lors qu'un patient était testé négatif. Dans les faits, les suites du Covid mal définies ne sont pas pour l'instant prises en charge. Pour Linking, le cauchemar n'est pas terminé près d'un an après son infection et celle de son mari, celui-ci âgé de 70 ans, qui lutte toujours en soins intensifs pour récupérer des dommages au cerveau qu'il a subis. Si la ville de Wuhan est maintenant sortie de la tourmente, ses habitants ne sont pas épargnés par le phénomène, connu ailleurs sous le nom de Covid long. L'absence de reconnaissance officielle laisse en effet les familles comme celle de Lin dans un sentiment d'isolement et de peur. Beaucoup craignent d'être submergés par les factures médicales qui s'entassent, car on ignore dans quelle mesure les promesses de prise en charge gouvernementale s'étendront au cas de Covid long. C'est ce qu'a déclaré notamment un médecin local. D'après les premières études réalisées en France et à l'étranger, entre 15 et 25% des malades du Covid-19 seraient affectés par des symptômes du virus sur le long terme. À l'hôpital, cela concernerait 3 patients sur 4. Concrètement, les patients gardent généralement une gêne respiratoire et cardiaque, de gros troubles de la concentration et des problèmes articulaires. Et restons dans l'actualité liée au Covid-19 en Chine où la police chinoise vient de démanteler un réseau de trafiquants de faux vaccins. Plus de 80 suspects ont été arrêtés et 3000 seringues contenant de l'eau salée ont été saisies. Heureusement, ce simulacre n'a pas fait de victimes. La police chinoise a démantelé un réseau de trafiquants de faux vaccins contre le Covid-19, arrêtant plus de 80 suspects et saisissant plus de 3000 seringues contenant de l'eau salée. Selon le quotidien anglais Global Times, les faussaires envisageaient éventuellement de vendre leurs vaccins à l'étranger. Le trafic sévissait depuis septembre à Pékin et dans 2 provinces de l'est du pays, le Shandong et le Jiangsu, c'est ce qu'a précisé l'agence Chine Nouvelle. Chine Nouvelle n'a pas précisé pour autant combien de faux vaccins avaient été vendus ou administrés, ni combien le trafic avait rapporté, indiquant seulement que les fausses doses étaient vendues à un prix élevé. Le Global Times croit savoir que les faux vaccins remplis d'eau salée étaient inoffensifs et n'ont pas fait de victimes, même si les personnes vaccinées n'ont eu aucune protection contre le coronavirus. La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a investi beaucoup d'argent et d'énergie dans la protection du vaccin, promettant d'en faire un bien public mondial.
Et à l'approche du nouvel an chinois, le 12 février prochain, qui donne lieu habituellement à des centaines de millions de déplacements, les autorités ont entrepris de vacciner massivement la population. Jusqu'au 26 janvier, près de 23 millions de doses ont déjà été administrées dans le pays de 1,4 milliard d'habitants. C'est ce qu'a déjà annoncé le ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie, des milliers de personnes ont été poursuivies en Chine pour différents délits, allant de la diffusion de rumeurs au fait de cacher sa contamination, en passant par le refus d'obtempérer aux mesures de prévention épidémique. La Chine a pratiquement éradiqué la maladie sur son sol, même si des regains épidémiques limités ont été constatés le mois dernier. Le pays n'est pas étranger au scandale impliquant des vaccins. En 2018, le laboratoire pharmaceutique Shenzhen Biotechnology avait écopé d'une amende d'1 milliard d'euros pour avoir vendu des doses défectueuses. Et justement, la Chine a réaffirmé sa volonté de fournir davantage de vaccins aux pays en développement. Des vrais vaccins cette fois, n'ayez crainte, comme l'explique Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine continuera à fournir les vaccins contre le Covid-19 à d'autres pays, en particulier aux pays en développement, en temps opportun dans le cadre de ses capacités, et poursuivra la construction d'une communauté de la santé pour tous. C'est ce qu'a déclaré lundi Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a fait ses remarques lors d'un point presse après avoir annoncé que la Chine avait fait don de vaccins contre le Covid-19 au Pakistan lundi matin, constituant ainsi le premier renvoi de l'aide chinoise en matière de vaccins à d'autres pays. Réaffirmant l'engagement de la Chine à faire de ces vaccins contre le Covid-19 un bien public mondial, une fois développés et utilisés, Wang Wenbin a noté que la Chine contribuera à rendre les vaccins accessibles et abordables dans les pays en développement. Outre le Pakistan, la Chine fournit également une aide en matière de vaccins à 13 pays en développement, dont le Brunei, le Népal, les Philippines, le Myanmar, le Cambodge, le Laos ou encore le Sri Lanka, et 38 autres pays en développement qui ont besoin de recevoir une assistance de la Chine en matière de vaccins à un stade ultérieur. Nous participons également activement à l'initiative COVAX de l'OMS visant à fournir des vaccins aux pays en développement, a ajouté le porte-parole. La Chine a également soutenu ses entreprises dans la recherche et la production conjointe de vaccins avec des partenaires étrangers et a déjà exporté des vaccins Sinopharm et Sinovac vers des pays tels que les Émirats arabes unis, le Maroc ou l'Indonésie. En outre, la Chine a également soutenu les entreprises concernées dans l'exportation de vaccins vers des pays qui en avaient besoin urgemment et qui ont reconnu les vaccins chinois, tout en autorisant leur utilisation dans le pays. Il a ajouté que la Chine s'attendait à ce que la communauté internationale fasse des efforts conjoints pour promouvoir la distribution et l'utilisation équitable des vaccins afin de garantir la disponibilité et le prix abordable des vaccins dans les pays en développement. Et cette crise sanitaire a évidemment des conséquences sur les déplacements en Chine, une baisse de 75% par rapport à l'année dernière, qui s'explique par les mesures drastiques mises en place par le gouvernement durant cette fête du printemps. Le nombre de voyages de passagers a chuté de 75,2% par rapport à l'année passée pour atteindre 17,58 millions vendredi, deuxième journée de la période du pic des voyages de la fête du printemps, sur fond de mesures strictes de lutte contre l'épidémie selon les données officielles du pays. D'après le ministre des Transports, les passagers ont effectué vendredi 2,88 millions de voyages en train, soit une baisse de 77% par rapport à l'année dernière. Le pays a en effet signalé 13,97 millions de voyages par route et 287 000 voyages par voie navigable qui ont respectivement diminué de 75 et de 50% sur un an. Le secteur de l'aviation civile a assuré 492 000 voyages de passagers, enregistrant lui une baisse annuelle de 73% selon les données du ministère des Transports. Pour réduire les flux de personnes et freiner la propagation de l'épidémie, de nombreux endroits en Chine ont encouragé les résidents et les travailleurs migrants à rester sur place pour cette fête. Malgré cela, les départements des chemins de fer, de l'électricité, de l'aviation civile, entre autres, continuent d'assurer les services de voyage, de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôler l'épidémie, tout en renforçant les inspections de sécurité. Dans certaines gares, désinfection et nettoyage à grande échelle se sont poursuivis efficacement. Les robots pour le contrôle de la température sans contact ont également considérablement amélioré l'efficacité des voyages, selon le ministère.
Et à l'approche justement du Nouvel An chinois, le président chinois Xi Jinping a participé à un rassemblement avec des dirigeants des partis non communistes, mais aussi de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine, l'occasion pour le président de présenter ses vœux pour la nouvelle année. Et qui dit fête du printemps dit période de grand froid, moment durant lequel les Chinois n'hésitent pas à se rendre à la montagne pour profiter de la neige, mais aussi des sports d'hiver qui connaissent de plus en plus de succès dans le pays. Le tourisme des sports d'hiver a maintenu une croissance stable et rapide ces dernières années en Chine. On peut citer comme site le givre de la province du Jilin, la sculpture sur glace à Harbin ou encore le lever de soleil sur les montagnes couvertes de neige à la région autonome du Tibet. Durant la saison de neige de la seconde moitié de l'année 2019, le montant et le nombre de commandes de produits de tourisme de neige et de glace ont augmenté de 8,29% et 14% sur un an, selon les mégadonnées fournies par l'application Meituan. En 2020, le tourisme des sports d'hiver a repris rapidement malgré l'épidémie, grâce aux progrès réalisés dans la lutte contre l'épidémie. Au cours de la saison de neige de la seconde moitié de l'année 2020, le montant et le nombre de commandes de produits de tourisme de sport d'hiver ont augmenté de 13 et 23% en Chine. Selon un rapport publié par l'Institut de recherche Meituan, le tourisme de sport d'hiver se développe en Chine et montre des caractéristiques nouvelles. D'abord, le tourisme se diversifie, favorisant une fusion rapide du tourisme de neige de glace, du tourisme culturel et du tourisme de sport. Ensuite, des parcs de loisirs comme les parcs à neige sont de plus en plus populaires. Des gens nés dans les années 1980 et 1990 sont devenus de principaux consommateurs. Enfin, les consommateurs accordent une plus grande importance aux commentaires en ligne quand ils choisissent leur destination de tourisme de neige et de glace et sont donc plus exigeants sur les services des sites touristiques. Les sports de neige et de glace et le tourisme d'hiver ont encore un grand potentiel. Ce qui importe, c'est d'améliorer l'expérience client, a dit Wu Ruoshan, chercheur du Centre d'études sur le tourisme de l'Académie chinoise des sciences sociales. La Chine met à l'eau son troisième porte-hélicoptère d'assaut. Les deux premiers l'avaient été en septembre 2019 et en avril 2020. Ce troisième porte-hélicoptère d'assaut chinois de type 075 a été présenté sur le chantier Hudong Zonghua. Le chantier Hudong Zinghua de Shanghai a mis à l'eau le 29 janvier le troisième porte-hélicoptère d'assaut chinois du type 075. Les deux premiers l'avaient été en septembre 2019 et en avril 2020. Premier bâtiment de ce type commandé par la marine chinoise, les 075 sont des navires d'environ 240 mètres de long pour 30 mètres de large. Leur déplacement devrait être d'au moins 35 000 tonnes en charge. Ils pourront également mettre en œuvre une trentaine d'hélicoptères lourds et des engins de débarquement avec une importante capacité de transport de troupes, de véhicules et de matériel. La marine chinoise ne dispose cependant pas à ce stade d'avions à décollage court et appontage vertical ou encore de convertibles comme le MV-22 Osprey pour les équipiers. Ces porte-hélicoptères d'assaut, dont plusieurs autres exemplaires devraient être construits, vont venir renforcer les capacités de protection amphibie et aéromobile de la Chine, qui a sensiblement musclé ses moyens dans ce domaine ces dernières années. Elle aligne notamment 6 à 8 grands transports de chalands de débarquement du type Huizhao 071, navire de 210 mètres de long pour plus de 17 500 TPC, mis en service depuis 2008 et 2019. Augmenter encore sa variété de riz, c'est un des objectifs de la Chine pour les prochaines années. Premier producteur de riz mondial, les autorités chinoises veulent répondre à la demande croissante et dans le même temps contribuer davantage à la sécurité alimentaire nationale. Selon un académicien agricole de haut niveau, la culture de plus de variétés de riz produisant des récoltes plus saines et un meilleur rendement devrait être encouragée en Chine pour répondre à la demande croissante et contribuer davantage à la sécurité alimentaire nationale. En tant que principale céréale de base, la production de riz en Chine a considérablement augmenté au cours des dernières décennies grâce à la promotion extensive de variétés supérieures. C'est ce qu'a déclaré Wang Jianmin, vice-président de l'Académie chinoise des sciences agricoles. L'année dernière, a-t-il noté, la production moyenne de riz par hectare en Chine a dépassé 7 tonnes, soit 3,7 fois plus qu'il y a 70 ans. Toutefois, sur les 27 principaux producteurs de riz dans le monde, la Chine est en retard sur les États-Unis et sur l'Égypte en ce qui concerne la production de riz par hectare.
La Chine est également le premier producteur mondial de riz et tout le riz en Chine est cultivé dans le pays. L'autosuffisance en matière d'approvisionnement a été atteinte pour le riz et d'autres cultures importantes telles que le blé. Dans le même temps, a-t-il expliqué, parallèlement à l'augmentation des rendements, le riz cultivé dans le pays s'est également amélioré en qualité et en goût ces dernières années en raison de l'arrivée de nouvelles variétés sur le marché. Par exemple, Wang Jianmin et ses collègues ont réussi à sélectionner des variétés capables de produire du riz de haute qualité avec des caractéristiques spéciales. Le W088, l'une d'entre elles, contient des niveaux de protéines réduits et entraîne une augmentation plus lente de la glycémie après la digestion, ce qui le rend particulièrement adapté aux personnes atteintes de maladies rénales chroniques ou de diabète. Avec les progrès réalisés ces dernières années dans la recherche et le développement de variétés de riz de haute qualité, la qualité et le goût de certaines variétés de riz cultivées en Chine sont désormais comparables à ceux du riz de qualité supérieure cultivés dans des pays comme le Japon et la Thaïlande. Les chercheurs agricoles intensifieront leurs efforts de recherche et développement sur les variétés de riz à haut rendement au cours des prochaines années, dans le but d'augmenter les rendements par hectare de 10% d'ici 2035 par rapport au niveau actuel. Il y a 6 mois, des particuliers de plusieurs pays ont reçu à leur domicile des mystérieux paquets de graines qui n'étaient pas de riz et qu'ils n'avaient surtout pas commandés. Sur l'étiquette se trouvaient des caractères chinois. Alors que contenaient vraiment ces sachets? Le ministère a enquêté. À l'été 2020, un mystérieux phénomène a frappé plusieurs pays. Des particuliers ont reçu chez eux, sans avoir rien demandé, des graines par voie postale venant de Chine. Ces semences d'origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s'avérer être des plantes invasives, avait averti le ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi il est essentiel de ne surtout pas les semer. 6 mois plus tard, où en est-on ? Eh bien, dans la foulée de l'avertissement du ministère, la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire avait lancé une enquête pour lever le voile sur le mystère. L'appel à signalement a permis de recueillir à ce jour plus d'une centaine de cas. Les autorités sanitaires américaines, très méfiantes, avaient les premières multiplié les avertissements en 2020, leur crainte qu'il s'agisse d'espèces invasives ou d'agents pathogènes dangereux. Aujourd'hui, on sait que les graines reçues sont courantes en Europe, rassure le ministère. Les analyses effectuées sur les graines collectées dans le cadre de l'enquête n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'organismes nuisibles réglementés, poursuit le ministère. Aucune espèce végétale exotique potentiellement invasive n'a pu être identifiée. Aux États-Unis, l'enquête a identifié des graines de menthe, de concombre ou de melon. Mais alors pourquoi ces graines sont-elles envoyées ? L'enquête de la BNEVP n'apporte pas de réponse claire à cette question. Les réceptions de ces graines non commandées relèvent de pratiques commerciales mises en œuvre par des sociétés d'expédition. Ces dernières cherchent apparemment à augmenter artificiellement le volume de leurs ventes et à améliorer ainsi le référencement de leur site web en procédant à des ventes fictives, avance le ministère. Quant aux adresses des particuliers visés, elles ont pu être achetées par des plateformes Internet suite à des achats effectués par Internet. Alors si vous recevez ces graines, la recommandation du ministère ne change pas. Il faut placer les graines dans un sac plastique hermétiquement clos avant de les jeter dans la poubelle d'ordures ménagères. Les semences seront ainsi détruites. En revanche, il n'est plus nécessaire de signaler ces arrivages aux enquêteurs. Vous en entendez parler depuis plusieurs mois, l'arrivée de la 5G, déjà largement développée en Chine. Le pays a construit le plus grand réseau de 5G du monde, une prouesse qui place la Chine en leader incontestable dans le domaine. Le 24 janvier, le live streaming 5G de 2 pandas géants pendant 8 heures dans le centre de protection et de recherche de pandas de Dingji-Guan a attiré de nombreux spectateurs étrangers et chinois. Ceux qui ont encore envie de voir les pandas, ne vous inquiétez pas, a dit Zhang Ji, chef adjoint du bureau de la 5G de la filiale de China Telecom au Sichuan. Le 26 janvier, la tour de Sichuan 5G en ligne, qui durera 1 an, a été officiellement lancée. De nouvelles technologies comme la 5G+, le live streaming 4K, 8K+, ou encore le live streaming en réalité virtuelle en 360 degrés ont permis aux internautes de vivre une expérience immersive et de voyager au Sichuan sans sortir de chez eux. La Chine a déjà construit le plus grand réseau 5G du monde, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information le 26 janvier.
En 2020, la Chine a construit plus de 600 000 stations 5G supplémentaires. Jusqu'à la fin 2020, plus de 718 000 stations 5G ont été mises en service, permettant d'étendre la couverture 5G sur toutes les villes de niveau préfectoral et plus, avec plus de 200 millions de terminaux connectés au réseau 5G. En 2021, la Chine poursuivra la construction du réseau 5G en respectant le principe de construction conjointe et de partage dans l'objectif de construire plus de 600 000 nouvelles stations 5G. En 2020, la Chine a vendu 163 millions de portables 5G et a commercialisé 218 nouveaux modèles de portables 5G. Les percées réalisées dans l'application de la 5G sont déjà une force motrice du développement économique de haute qualité. L'application de la 5G a réalisé un développement à partir de zéro. En 2020, la Chine compte plus de 1100 projets en cours dans la 5G+, Internet industriel, et plus de 32 000 stations 5G au service de l'Internet industriel. Plus de 60 hôpitaux aujourd'hui utilisent la 5G+ téléconsultation dans 19 provinces du pays. En outre, de nouveaux modes et formes d'affaires n'ont cessé d'émerger comme la 5G+ conduite autonome, 5G+ réseau électrique intelligent et 5G+ éducation à distance. La 5G apporte une contribution croissante à l'économie, à la société et à la population. Elle est une force motrice du développement économique de haute qualité, a déclaré Zhao Zigo, directeur général adjoint du département d'information et de communication du MIT. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée à tous ou très bonne soirée sur Mandarin TV.